Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Pierre-Yves Tatté. J'ai bientôt une petite soixantaine d'années. Et je suis arrivé en Alsace en 92 pour m'occuper des cinémas. Alors je suis donc le directeur et le programmateur de notre très beau cinéma. Alors mon rôle en tant que directeur, ça consiste à tout ce qui est un peu la gestion personnel, fournisseur, enfin comme n'importe quelle fonction de directeur. Et puis la partie la plus intéressante évidemment de mon métier, c'est la programmation et essayer de vous contenter tous et toutes les semaines. Je suis quasiment né dans un cinéma. Mon père s'occupait d'une maison des jeunes, il y avait un ciné-club. Donc j'ai baigné tout petit dans tout ce qui était Chaplin, Laurel et Hardy, Tex Avery, et un peu plus tard Truffaut, Godard. J'ai eu la chance de rencontrer dans la petite ville où j'habitais le projectionniste de la ville, où j'ai appris à ses côtés à faire fonctionner les machines. Des machines qui à l'époque sont les mêmes que vous pourriez voir que celles qui exposaient dans le hall du cinéma. J'ai eu la chance de m'inscrire en candidat libre au diplôme de projectionniste de l'époque, que je menais en parallèle à mes études au lycée. Ensuite, j'ai terminé mon cycle scolaire. Je suis parti, à l'époque, on faisait encore un service militaire. Et en sortant de l'armée, il y avait une place de projectionniste qui était disponible dans un cinéma à Nancy. Et puis de fil en aiguille, j'ai été débauché par la société Pathé Cinéma. Et là, dans cette société, j'ai gravi les échelons au fur et à mesure. Voilà. Et un jour, j'ai décidé de me lancer un peu seul, d'arrêter d'être assistant de direction à la fin pour... je me dis que j'avais autre chose à faire. Et puis ma vraie envie, c'était vraiment de passer les films que j'aimais. Il y a une personne qui a énormément compté dans mon parcours, qui était monsieur, à l'époque, Joël Luren, qui était mon directeur chez Pathé. C'est lui qui m'a encouragé à me lancer seul et de postuler et de tenter ma chance, plutôt que de rester éternel assistant ou numéro 2 d'un gros circuit. Je l'ai écouté et j'ai bien fait et je le remercie encore aujourd'hui. Voilà. Pour devenir projectionniste. Alors c'est un métier qui a énormément évolué en 30 ans. À l'époque, c'était vraiment un métier presque de machiniste. On aurait pu comparer ça à un conducteur de locomotive. Rappelez-vous le film Cinéma Paradiso, c'était des machines complexes. C'était un vrai métier de manuel. Le projectionniste ne sortait jamais de sa cabine de projection. Aujourd'hui, avec le numérique, il y a plus, le CAP a disparu et c'est surtout des compétences informatiques qu'il faut. Mais il n'y a plus vraiment de formation de projectionniste. Alors, quel est le circuit d'un film, de sa réalisation jusqu'à sa projection en salle? Waouh! C'est un circuit qui peut prendre plusieurs années. Il y a d'abord l'écriture, ensuite il faut trouver le financement, donc une maison de production. Une fois que tout ça est mis en boîte et post-produit est terminé, il faut trouver un distributeur. Et puis ensuite, voilà, quand les films sont mis à disposition des salles, à nous de vous les proposer. Mais ça peut prendre, pour des petits films, des fois jusqu'à 5-6 ans avant qu'un projet voit sa finalisation. Quel est le procédé de retransmission des opéras et des spectacles? Là, c'est juste purement technique. Ce sont des captations dans des salles de concert ou de spectacle en direct, donc avec des multicaméras. À l'extérieur du lieu, il y a des camions qui retransmettent tout ça vers un satellite. Nous avons sur le toit du cinéma une parabole un peu plus importante que celle que vous pouviez avoir en tant que particulier. Et puis, c'est une retransmission en direct. D'ailleurs, c'est ce qui nous fait le plus peur ici, parce qu'on ne maîtrise plus rien. Une fois que la retransmission est lancée, les incidents techniques, tout ça ne sont pas de notre fait et on tend le dos jusqu'à la fin de ces représentations.
parce qu'on a toujours peur qu'il y a soit un décalage du son et de l'image, soit une rupture de faisceau. Enfin. Mais c'est des choses qu'on aime faire ici. Alors, Manon nous demande, en période d'Halloween par exemple, pourquoi n'y a-t-il pas de films d'horreur à la coupole? Alors, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'on en passe quand même de temps en temps. Il faut juste savoir que c'est vraiment un genre, en tout cas sur une ville comme Saint-Louis, où il n'y a pas vraiment de demande. Il faut savoir que quand on passe un film, enfin quand on négocie un film avec un distributeur, on est obligé de faire un minimum de semaines d'exploitation, de nombre de séances par semaine, et on n'a quand même, hélas, que 3 écrans. Donc, on le fait occasionnellement ou sur des côtés événementiels, mais c'est pas le genre de prédilection de la coupole. Voilà. Donc toujours pour répondre à Manon qui nous demande pourquoi on ne propose pas plus de soirées à thème. Alors c'est pas que c'est pas la volonté qui nous manque, mais c'est le manque d'originalité. Souvent ces soirées à thème, quels que soient les sites ou cinémas qui les proposent, se ressemblent. C'est un peu souvent la même chose. Et puis pour une soirée à thème, il faut aussi un film qui corresponde. Et la production ne nous offre pas toujours ce genre de film où on peut adapter une animation autour. Et puis il y a aussi une histoire de trouver des partenaires qui sont énormément sollicités et pas uniquement par nous. Donc c'est assez difficile à faire, ça demande énormément de travail. Je crois, je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais on n'est pas une très grande équipe. Et ça demande beaucoup de travail. Alors les résultats sont souvent là, mais des fois aussi les gens ne répondent pas présents. On a eu beaucoup de déceptions. Mais on y réfléchit tout le temps. On est tout le temps à la recherche d'idées. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas, par le biais de Facebook ou on étudie, on réfléchit et on est toujours preneur de bonnes idées. Alors, toujours Manon qui nous demande pourquoi n'y a-t-il pas de séances adaptées aux très jeunes enfants. Alors, c'est pas tout à fait vrai. On a mis en place maintenant depuis quelques années le festival de Noël avec vraiment des spectacles pour les tout petits. En séance publique, c'est très compliqué. Pour les tout petits, ce sont généralement des programmes très courts, mais il faut aussi une structure autour. Et là, nous ne sommes pas équipés, on n'a pas de table allongée, on n'a pas de petites salles. Il faut du personnel vraiment spécialisé pour la petite enfance. En revanche, en dehors des séances publiques, sachez qu'on travaille énormément avec les écoles maternelles et centres aérés. En lien avec le président de la République, j'ai donc décidé, jusqu'à nouvel ordre, la fermeture, à compter de ce soir minuit, de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays. Il s'agit notamment des restaurants, cafés, cinémas, discothèques. Je vous remercie. Ah, Marc, qui nous demande comment on a vécu la première fermeture de mars 2020. Alors là, ça a été pour nous un coup terrible. Rappelez-vous, le premier confinement était au 15 mars 2020, pardon. Mais ça nous paraît déjà depuis tellement long. Mais nous, ça nous est tombé comme un coup de massue, puisque la ville a décidé le vendredi 6 mars. Et ça, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. On nous a téléphoné à 17 h pour nous dire que voilà, on était fermés à partir de ce jeudi soir, jusqu'à nouvel ordre. Donc on ne s'y attendait absolument pas. Ça a été vraiment un coup de massue sur toute l'équipe qui travaille là. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ça a fait très mal et sachez que j'ai la chance, moi, de faire du cinéma depuis maintenant plus de 40 ans et que c'était la première fois que je voyais un cinéma fermé. Donc ça a été très, très, très difficile. Marc continue en nous demandant comment avons vécu la deuxième, qui ne se termine pas depuis ce mois de décembre 2020. C'est terrible parce que pour nous, c'est pas la deuxième, mais la troisième.
puisque nous avions essayé de réouvrir en été. Vous n'étiez pas là, nos spectateurs n'étaient pas là. Ça a été assez catastrophique et on avait pris la décision de refermer fin juillet. Pour rouvrir au mois d'octobre, pour qu'on nous annonce fin octobre que voilà, on était fermé. C'est terrible parce qu'on n'a pas de réouverture envisagée. On est prêt, on pourrait démarrer demain s'il fallait. Mais voilà, c'est une espèce d'immense lassitude et en même temps un immense espoir que tout ça s'arrête très vite. Alors Julie qui nous demande quel lien gardons-nous avec les distributeurs. Les liens sont toujours là, on s'appelle régulièrement, d'ailleurs parce que le calendrier en fonction des dates de réouverture de plus en plus aléatoires, les calendriers de sortie sont repoussés en fin d'année, l'année prochaine, donc évidemment on est en lien constant et les liens restent cordiaux et le métier ne s'est pas arrêté. Simplement, on attend tous avec impatience, les distributeurs aussi, comme nous, de pouvoir reprendre un rythme normal. Donc les liens sont là et bien là. Tout le monde est prêt. Et le lien avec vous, nos spectateurs, eh ben là, c'est même des liens inespérés et on est constamment touché par tous ces messages de soutien que vous nous envoyez. On sent que vous avez hâte de revenir au cinéma. Et sincèrement, là, le lien, on vous dit merci à tous. Alors Léo nous demande si nous avons un avis sur les plateformes. Évidemment que nous en avons. Alors, ces plateformes, elles sont inévitables. On a utile parfois. Ce qui nous fait peur maintenant, c'est qu'avec cette pandémie, elles se sont multipliées et les abonnements se sont multipliés. Donc là, c'est devenu un vrai concurrent direct des salles de cinéma. Mais ça, c'est quelque chose d'inévitable et le cinéma s'adaptera. J'aurais préféré qu'on me demande mon avis sur qui est beaucoup plus grave pour non seulement le cinéma, mais les créateurs, les auteurs, c'est sur le piratage. Parce que là, c'est le vrai problème du cinéma, reste le piratage, plus que les plateformes, en tout cas aujourd'hui. Mathilde nous pose une immense question. Selon vous, quel est l'avenir du cinéma? Alors, le cinéma n'est pas prêt de mourir, ça c'est clair. La production, d'ailleurs, ne serait-ce que pour alimenter ces fameuses plateformes dont on parlait précédemment, les créateurs sont là, ils seront toujours là, et le cinéma n'est pas prêt de mourir. La vraie question est, quel est l'avenir du cinéma en salle? Alors, là, c'est un avis tout à fait personnel, mais j'en suis convaincu, c'est que la salle de cinéma restera irremplaçable, parce que c'est un lieu de partage, un lieu de communication, c'est des écrans de 30 mètres et non pas des écrans de télévision. Je crois que c'est Godard qui disait au cinéma on lève la tête, à la télévision on baisse la tête. Gaël, que pensez-vous de l'adaptation de livres, de romans au cinéma? Tout à fait. Alors, réponse personnelle, je pense que c'est souvent inutile. Mais le cinéma et la littérature sont étroitement liés parce qu'avant tout, que ce soit un roman ou un film, c'est avant tout une bonne histoire. Quand on lit un livre, quand on lit une œuvre, on se fait son propre cinéma dans sa tête et on est souvent déçu par la représentation qu'en font les autres. Mais il y a des exceptions. Moi, je pense à des films comme Le Cyrano de Rapneau qui est sublime, ou encore un tout petit film afghan qui s'appelait Pierre de Patience, où là, on peut être subjugué. Mais généralement, quand on voit les milliers d'adaptations qu'il y a eu des Trois Mousquetaires, des remakes et remakes de Pagnol, souvent c'est très très décevant, mais avec des contre-vérités, puisque des phénomènes comme Harry Potter ont donné à des enfants qui n'avaient jamais lu un livre l'envie de lire. Donc ça reste quand même deux arts complémentaires.
Alors, pour répondre à Fanny, le cinéma La Coupole a ouvert au public ses portes pour la première fois le 1er décembre 1999. Et donc, on a fêté nos 20 ans le 1er décembre 2019. Juste avant le confinement, on a eu de la chance. Alors, combien de films ont été diffusés depuis sa création? On passe en moyenne 200 films par an. Donc, c'est plus de 4000 films qui ont été proposés depuis l'ouverture. Et pour rentrer un peu plus dans le détail, c'est 3500 séances en moyenne publiques annuelles. Alors, qui est à l'origine de La Coupole, nous demande Odile. C'est à l'origine, c'est de la création. C'est la ville de Saint-Louis. Sa structure, c'est une SEML, c'est-à-dire Société d'économie mixte de droit local. Et le nom de La Coupole avait été choisi par le conseil municipal de l'époque. Donc Odile nous demande encore qui choisit le programme. Donc là, en principe, c'est mon rôle en tant que programmateur. Tout en sachant qu'il y a certains films que j'ai envie de les passer ou pas, je n'ai pas le choix parce que c'est ceux qui nous permettent de vivre et de faire des entrées. Et pour les autres, souvent et même régulièrement, alors là, on se concerte entre nous, avec mes collaborateurs. Et on a souvent des débats, même parfois animés, pour dire non, moi je veux tel film, non, moi je veux pas. Et puis on en discute et puis on arrive à choisir ensemble parfois. Mais c'est essentiellement le rôle du programmateur. Toujours Odile, avons-nous besoin d'aide à la réouverture? Alors à la réouverture, nous avons besoin de vous, Odile, et de tous nos spectateurs. Il faut que vous soyez là, présents. Pas une aide logistique. Vraiment, soyez là. Utilisez vos réseaux sociaux. Dites à tout le monde, le cinéma est rouvert, venez. C'est là où on a besoin de vous. Et avons-nous besoin de temps en temps de bénévoles? Alors là, c'est une question la réponse va être très brève, c'est que notre structure ne nous permet pas d'accueillir des bénévoles. Il faudrait que nous soyons sous un régime associatif. Et ça, on n'y a pas droit. Donc, même si on en avait besoin, on ne pourrait pas faire appel à tous ces gens de bonne volonté qui aimeraient nous donner un coup de main. Jojo, merci d'ailleurs d'attendre notre réouverture avec impatience. Mais davantage de films à réessayer, je trouve que vous n'êtes pas très sympa avec nous. Sachez que sur 200 films que nous passons par an, plus de 120, 70% de notre programmation sont des films qui sont classés déjà à réessayer. Donc en passer plus, ça va être compliqué. Alors évidemment, ils sont moins visibles, ils ont moins de publicité, ils s'adressent à une clientèle plus peut-être exigeante, mais nous avons le cycle Un autre regard qui vous garantit déjà 7 séances par semaine d'un film classé à réessayer toute l'année, des films venus du monde entier. Mais dès qu'on a un espace que nous laissent les films porteurs, on place des films à réessayer. Donc c'est déjà 70% de notre programmation. Faire plus, ça va être difficile. Il faut savoir aussi que sur ces 70% de propositions de films à réessayer, ça représente que 25% de la fréquentation. Donc voilà, économiquement, en passer plus serait vraiment difficile. Alors David nous demande s'il y aura des séquences de films de Madagascar. Je pense que David voulait nous demander si on projettera ou on avait l'intention de passer des films originaires de Madagascar. Alors évidemment, si il en existe, oui, et je pense qu'il en existe. Simplement, pour que nous puissions passer un film, quel qu'il soit, il faut d'abord qu'il ait un distributeur. Et à ma connaissance, aujourd'hui, je ne connais pas de film de Madagascar qui ait un distributeur en France. Mais évidemment, dès que possible, s'il existe, on le fera.
Alors, Go nous demande quand est-ce que le cinéma a été construit. Alors, de mémoire, les travaux ont commencé en 96-97 pour donc une ouverture le 1er décembre 99. Combien y a-t-il de places? Eh ben, le cinéma comprend donc 3 salles, une salle de 250 places, une salle de 150 et une petite salle de 100 places. Ce qui nous fait 500 places en gros. Ah, quel est le film qui a fait le plus de salles pleines? Alors, à quasi-égalité, ils sont 3. Je crois que le tout premier, c'est... Alors, pour notre plus grande fierté, c'est 3 films français. Qui sont Astérix, Mission Cléopâtre, Bienvenue chez les Ch'tis et Intouchables. Sachant que le cinéma n'était pas encore ouvert à l'époque où est sorti Titanic, qui n'a jamais encore été battu depuis sa sortie. Alors, quel est le film qui a fait le moins de spectateurs? Alors, j'ai plus le titre en tête. Je sais que c'était un film sud-américain. Pas de Madagascar, hélas, mais des sud-américains, et qui avait fait 19 spectateurs en 7 séances. Donc, imaginez le ratio et le nombre de séances où il y avait 0 spectateur dans la salle. Alors, toujours pour répondre à Go, est-ce s'il n'y a pas de spectateurs, vous diffusez quand même le film? Une chose est certaine, c'est que quand un film est annoncé à l'affiche avec un horaire de séance précis, même si au moment du début de la séance, il n'y a personne en salle, on envoie le film. Même s'il n'y a qu'une personne dans la salle, on garantit au spectateur qu'il verra son film. C'est un principe, on a bien conscience que pour certaines personnes, il faut s'organiser, faire regarder les enfants. Et quoi de plus décevant que d'arriver au cinéma en disant « bah non, vous n'êtes pas assez nombreux, alors revenez demain ». Donc oui, si un film est annoncé, vous êtes sûr qu'il passera. Sauf souci technique, évidemment. Alors Sou nous demande quand est-ce que ça rouvre. Eh bien écoutez, Sou, si vous avez la réponse, je la prends. Ou alors il faut demander à la Covid quand elle aura décidé de faire ses ravages. Pour l'instant, pour nous, c'est l'inconnu, comme pour beaucoup d'autres commerces d'ailleurs, pas seulement une autre. Voilà, j'ai pas de réponse à cette question, hélas. Toujours poursu, quelle est la marge de manœuvre du gérant, programmation, emploi? Ben, nous avons aucune ingérence dans le fonctionnement du cinéma. Jamais on nous a fait de reproches sur... Enfin, les spectateurs, des fois, n'aiment pas forcément les films qu'on passe, mais notre marge de manœuvre, c'est une totale liberté quant à la programmation. Au niveau emploi, si je comprends le sens de votre question, ben c'est quand on a besoin de quelqu'un pour compléter l'équipe, et ben ça se passe comme partout ailleurs, c'est entretien, période d'essai. J'avais la chance d'avoir une équipe très stable et donc on n'a pas trop ce genre de soucis. Alors Sou, pourquoi n'y a-t-il jamais de savon aux toilettes? Alors c'est pas forcément vrai, on a une entreprise qui est chargée tous les jours et 7 jours sur 7 d'assurer ce ravitaillement. Il arrive parfois, et c'est déjà arrivé, que les distributeurs tombent en panne, ou soient dégradés. À ce moment-là, on remplace avec ce qu'on appelle des pousse-mousses, enfin des petits distributeurs qui ne sont pas fixés au mur. Et là, on se les fait voler dans les 10 minutes qui suivent. C'est vrai que tous nos spectateurs ne sont pas forcément délicats. Mais dire jamais de savon aux toilettes, là, je ne suis pas vraiment d'accord. Pourquoi le cinéma est-il fermé quand les centres commerciaux sont ouverts? Ah, c'est une grande question. Alors, tout d'abord, ce sont des décisions administratives. C'est pas nous qui avons décidé qu'on allait rester fermé. Après, une explication qu'on peut donner, c'est que les salles de spectacle, dont le cinéma fait partie, ce sont des endroits où les gens restent statiques. Il n'y a pas de circulation. Donc, est-ce que c'est l'argument qui fait que nous oblige à rester fermés quand d'autres sont... Et puis après, il y a cette question
Est-ce que nous sommes vraiment aussi essentiels? Évidemment, nous en sommes persuadés. C'est peut-être pas l'avis de tout le monde. Comment devient-on salle art et essai? Ben là, c'est un classement qui se fait en fait au prorata du nombre de séances sur l'année par rapport au nombre de séances globales. Donc il faut un certain pourcentage pour avoir un classement. Ce classement, nous l'avons depuis l'ouverture et nous le maintiendrons évidemment. Comment ça se passe en ce moment pour les salariés? Payés, pas payés, licenciements? Eh ben, ça se passe comme pour beaucoup d'entreprises. Nous sommes pour la plupart au chômage partiel. Et évidemment, il n'y a aucun, et il n'y aura pas, du moins on l'espère encore, de licenciement à venir. Comment est-on passé de l'association des Amis du cinéma de Saint-Louis à la Coupole? Alors, n'étant arrivé en Alsace, moi, en 92, de mémoire, il y a eu une longue période à Saint-Louis où il n'y avait pas de cinéma. D'après ce que je sais, une association s'était créée, assez active, pour demander la création ou l'ouverture d'un cinéma sur la ville. À l'époque, une salle test s'est créée, a été financée par la ville, qui était la petite salle Atmosphère, qui faisait 109 places, qui était située dans la MJC, rue Hurtz. Je suis arrivé en 92 pour prendre la direction de cette petite salle, qui s'est vite, au bout de quelques années, retrouvée trop petite et qui a prouvé la nécessité de la création d'un vrai cinéma. Et je pense que c'est là l'origine de la Coupole. Mais je pourrais en dire plus. Non, je ne pourrais pas en dire plus puisque j'étais pas présent quand cette association existait. Sommes-nous prêts pour la réouverture? Bah évidemment, toute l'équipe, on est dans les starting blocks. On n'attend qu'une chose, c'est l'autorisation. Avec de nouveau plein de films, des avant-premières, Enfin voilà, on est là, on vous attend. Dès qu'on aura l'autorisation, on sera trop heureux de réouvrir les portes et de refaire revivre ce très bel équipement qui nous manque et qui vous manque à vous aussi, je suppose, depuis maintenant plus d'1 an. Voilà. Bonjour Pierre-Yves, je suis ravi de voir que tu as poursuivi ce chemin que on avait un peu commencé ensemble. Je me souviens extrêmement bien. Moi, je suis arrivé à Nancy en 1985 et tu étais à l'époque, je crois, contrôleur caissier, etc. Mais j'avais rapidement remarqué, comme d'autres certainement, que tu avais une passion du cinéma et petit à petit tu n'avais de cesse d'apprendre et je crois que ça s'est plutôt très bien passé pour toi. Lorsque je suis parti en 1987, moi je suis arrivé à Lyon, j'avais gardé évidemment un bon souvenir de toi et de tes capacités d'évolution, d'ouverture d'esprit. Et j'ai eu besoin, lorsque je suis arrivé à Lyon, dans un grand cinéma, de recruter un assistant, ce qui n'était pas prévu au départ. Et je n'ai pas manqué de t'appeler. Mais tu as fait le choix de rester à Nancy et de te lancer progressivement dans l'exploitation très proche de ton public. Et je vois que tu as particulièrement réussi dans ce domaine et j'en suis très heureux. Maintenant, moi, je suis en retraite. Voilà, je te félicite pour ton parcours et j'en suis très heureux. Bonne continuation à toi, Pierre-Yves.